sur carrefour.fr. La matinale de Radio Classique avec Pierre Pillet. À 8h12, voici l'éditorial politique avec Le Figaro. Célestine Gentilhomme nous a rejoint dans le studio de Radio Classique. Célestine, bonjour. Bonjour. Climat de tension donc entre Benyamin Netanyahou et Emmanuel Macron. Dans un courrier, le Premier ministre israélien accuse le chef de l'État d'alimenter, je cite, le feu antisémite en souhaitant reconnaître un État palestinien. La réponse de l'Élysée ne s'est pas fait attendre. Oui, une analyse abjecte et erronée. C'est en ces termes que la présidence française a qualifié lundi soir les mises en cause de Benyamin Netanyahou. Emmanuel Macron lui-même ne compte pas se priver de répondre directement par courrier au Premier ministre israélien. Pas vraiment de quoi faire retomber la pression, mais aussi virulente soit-elle, la lettre de Netanyahou n'est rien d'une surprise. Ça fait un moment déjà que les relations ne sont plus au beau fixe entre les deux pays, surtout évidemment depuis qu'Emmanuel Macron a annoncé il y a un mois la reconnaissance de l'État palestinien en septembre prochain. Une ligne rouge, si ce n'est une trahison pour Tel Aviv, qui redoute que la France n'entraîne avec elle d'autres nations. Alors il est vrai que la ligne du président français a souvent été pour le moins difficile à suivre, d'autant plus quand le en même temps macroniste devient un en même temps diplomatique. On se souvient d'un Emmanuel Macron au chevet du peuple israélien qui, au lendemain du 7 octobre, proposait de créer une large coalition internationale contre le Hamas, puis qui, un an plus tard, appelait à cesser la livraison d'armes pour mener les combats à Gaza. Un exercice de funambule qui met parfois mal à l'aise jusque dans son propre camp. Certains n'ont d'ailleurs pas hésité à critiquer ouvertement sa décision de reconnaître l'État palestinien, comme Édouard Philippe qui avait dénoncé, je cite, un symbole qui ne rapprochera pas de la paix. Mais c'est surtout le timing de l'annonce qui avait interrogé, alors que des otages israéliens étaient toujours détenus par le Hamas. Alors, il y a, on le rappelle, Célestine, 49 otages toujours retenus à Gaza, dont 27 considérés comme morts par l'armée israélienne. Et ce courrier de Benyamin Netanyahou, finalement, il n'a pas eu l'effet escompté. Oui, même le CRIF, pourtant très opposé à la reconnaissance d'un État palestinien et pas forcément content avec Emmanuel Macron, a déploré, je cite, de vaines polémiques. Alors paradoxalement, la missive pourrait en réalité renforcer le chef de l'État français, lequel se verrait bien héritier de la troisième voie gaulliste, au point que certains de ses soutiens comparent déjà sa décision à celle du non à la guerre en Irak. De quoi imagine-t-il consolider la crédibilité internationale du président et peut-être lui permettre d'ouvrir un second front en plus de la guerre en Ukraine. En tout cas, avec son courrier cinglant, Benyamin Netanyahou a déjà poussé la gauche française à voler au secours d'Emmanuel Macron. Même les insoumis ont fait le tour des plateaux télévisés pour défendre entre les lignes le président. Quand la droite et les nationalistes se sont bien gardés de commenter cette passe d'armes diplomatique, ce qui n'empêche pas le Premier ministre israélien d'appuyer là où ça fait mal. De nombreux Français de confession juive restent encore très marqués par le 7 octobre et n'ont toujours pas digéré la décision d'Emmanuel Macron de reconnaître l'État palestinien, tout comme son absence à la Grande Marche contre l'antisémitisme en 2023. L'éditorial politique, merci Célestine Gentilhomme. Et à demain, une autre colère, celle des syndicats contre François Bayrou. C'est l'un des sujets à la une du Figaro ce matin. Il est aussi question dans le quotidien de la rentrée littéraire. 8h15, voici l'invité de la matinale. Bonjour Benjamin Morel. Bonjour. Vous êtes constitutionnaliste, maître de conférences en droit public à l'université Paris-Panthéon-Assas, auteur du livre Le Nouveau Régime ou l'impossible parlementarisme aux éditions Passé Composé. Merci de venir parler aux auditeurs de Radio Classique. Je dis auditeurs, mais je pourrais dire aussi potentiels conseillers et conseillères municipaux et municipales. Vous êtes l'auteur de l'étude Conseils municipaux renoués avec l'engagement citoyen, réalisé pour l'Institut Terram et le Laboratoire de la République. Ce sont deux think tanks, étude qui vient de paraître. Nous sommes à un peu plus de 6 mois des élections municipales. Votre travail permet de prendre le pouls sur l'attrait des Français pour les conseils municipaux. Alors, premier enseignement, vous parlez de désertification démocratique. 24% des personnes interrogées, un quart, se disent prêtes à figurer sur une liste municipale l'an prochain. C'est un pourcentage stable par rapport à 1999, certes, mais à vous lire, cette stabilité n'est pas une bonne nouvelle. Non, parce qu'elle cache en fait des différences générationnelles. On voit notamment que chez les jeunes, il y a une envie de s'engager.
sur le principe, pourquoi pas, je veux faire partie d'un conseil municipal, très bien. Et en même temps, il y a le sentiment d'une impossibilité. Il y a le sentiment que, s'engager sur cette liste représenterait trop de contraintes. Et donc, on a chez les plus jeunes générations, un reflux de la volonté d'engagement. On a également un chiffre qui masque une territorialisation assez forte de ces possibilités d'engagement. Des endroits où, notamment pour des raisons de sentiment d'obligation, pression sociale, notamment en milieu de ruralité, l'engagement va être plus facile à trouver, même si toujours un peu complexe. Là où dans les grandes métropoles, dans le périurbain, ça va être plus difficile. Donc on voit que sous ce chiffre, on a quand même des grandes divergences et qu'on a un avenir qui ne s'esquisse pas forcément de manière très très rose et que donc il faut repenser les conditions aujourd'hui de l'engagement politique. Alors on va entrer dans le détail de cette étude. Une question quand même peut-être basique, mais on est payé quand on est conseiller municipal, ou défrayé ? Alors on est défrayé, c'est-à-dire qu'il peut y avoir évidemment des frais de déplacement, des frais éventuellement de repas lors de la réunion des conseils municipaux. En revanche, vous n'êtes pas payé, il n'y a pas d'indemnité comme il peut y en avoir pour les maires, on peut les considérer comme étant trop basses, même si elles ont été revalorisées, mais un maire dispose d'une indemnité, de même pour les élus nationaux, départementaux ou régionaux. C'est pas le cas pour les conseillers municipaux. Donc c'est une activité qui est une activité fondamentalement bénévole. Cette désertification démocratique dont vous parlez, est-ce qu'on la constate partout, c'est-à-dire dans les grandes villes, dans le périurbain, en zone rurale ? Alors on voit qu'il y a des divergences. On voit que par exemple en zone rurale, on continue à trouver majoritairement des gens pour peupler ces listes. Souvent on se concentre sur les petites communes qui ont du mal à trouver des listes, parce qu'en effet, on a ces désertifications rurale. Néanmoins, pour tout un tas de raisons liées, je dirais, au climat social au sein de la ruralité, on arrive encore à trouver les grandes difficultés. C'est plus au niveau du périurbain, au centre des grandes métropoles, que l'engagement apparaît plus compliqué, avec un endroit où souvent, finalement, ça se passe pas si mal, qui sont les banlieues. Pour des raisons sur lesquelles on reviendra peut-être, mais qui sont liées au fait que dans ces banlieues, vous avez des structures associatives, vous avez des structures de mobilisation qui font le lien entre les listes, les partis et de l'autre côté, les individus. Et ça, c'est l'un des points fondamentaux, c'est-à-dire que lorsque vous avez des liens, lorsque vous avez des structures sociales qui tiennent, l'engagement est plus facile. Là où elles sont absentes, l'engagement devient compliqué. Justement, sur cet engagement qui se complique, ces volontés qui manquent, on parle justement du manque de temps, argument qui revient le plus dans les grandes villes. En zone rurale, vous parlez dans votre enquête de manque de relais administratifs et de soutien technique. En zone périurbaine, c'est la peur du conflit. Dans les grandes villes, il y a notamment la question de la complexité institutionnelle, intercommunalité, conseil d'arrondissement. Ça invisibilise finalement les conseillers municipaux ? Il y a une double difficulté. Quand vous entrez dans un conseil municipal, l'un des problèmes majeurs qui freine l'engagement, pas que, mais ça y participe fortement, c'est le « à quoi bon ?» En fait, je vais siéger dans un organe, mais cet organe, le conseil municipal, est-ce qu'il a vraiment du pouvoir ? Et la réponse, c'est qu'en droit français, en droit des collectivités, au fond, pas tant que ça. Alors qui détient le pouvoir concrètement ? Le maire. On a consacré la figure du maire comme étant une figure très importante qui, en fait, dès le moment où il est désigné, dispose d'une étendue de pouvoir qui invisibilise et marginalise le conseil municipal. Après, vous avez une façon de faire du management politique qui peut être très différente. C'est-à-dire, vous avez des maires qui vont accorder toute leur place, toute sa place à leur conseil municipal, qui vont pouvoir introduire avec lui un dialogue qui va faire que non seulement les membres vont se sentir valorisés, mais qu'également leurs compétences vont pouvoir être valorisées également. Et vous avez parfois des exécutifs municipaux qui vont beaucoup plus marginaliser ce conseil. Et là, à ce moment-là, se pose la question du à quoi bon. Donc vous êtes un organe faible au sein d'une collectivité qui, malgré tout, aujourd'hui, a perdu beaucoup de pouvoir. C'est-à-dire que, vous parliez de l'intercommunalité. L'intercommunalité fait que les marges de manœuvre aujourd'hui des communes sont quand même très réduites. Et plus vous montez en degré d'intercommunalité, notamment dans les grandes villes, plus ces marges de manœuvre vont souvent être relativement résiduelles. Et donc, je suis dans un organe faible au sein d'une collectivité dont les moyens d'action sont limités, moyens d'action également financiers, etc., avec la suppression de la taxe d'habitation, de naguère la taxe professionnelle, etc. Tout ça fait que on a aujourd'hui un sentiment
que cet engagement, n'est pas vraiment utile, payé d'une vraie action. Alors que, fondamentalement, c'est environ 500 000 conseillers municipaux en France, à 480 000. Ils représentent chacun une façon d'irriguer le territoire en matière démocratique qui est fondamentalement important. Ils font remonter des choses. Eux-mêmes, ils permettent de tisser un lien entre d'un côté le champ politique et de l'autre les citoyens. Et donc, qu'ils ne s'engagent pas par, à quoi bon, ou qu'ils s'engagent et aient le sentiment que cet engagement n'est pas payé de retour, c'est une mauvaise nouvelle pour la démocratie que ce sentiment de, au fond, la politique ça sert à rien, le conseil municipal est marginalisé, alors qu'il est un organe démocratique essentiel et fondamental. Justement, vous parliez du pouvoir des intercommunalités. Est-ce que, au travers de ce travail, au travers de votre enquête, il y a des sujets en particulier qui ressortent et sur lesquels les conseillers municipaux et les conseillères municipales aimeraient avoir plus de pouvoir? Je pense au transport, peut-être, par exemple. Alors, vous avez tout un tas d'actions du quotidien qui, en effet, aujourd'hui, sont fondamentales pour les citoyens et donc pour les conseillers municipaux. Si on veut arriver à le comprendre, il faut arriver à définir un peu ce que c'est la décentralisation. La décentralisation, c'est pas l'efficacité des politiques publiques. En tant que chercheur, je suis incapable de vous dire que la décentralisation, c'est plus efficace que la déconcentration. La déconcentration, c'est quand on confie à un représentant de l'État au niveau local, par exemple un préfet, des moyens d'action. La décentralisation, c'est quand vous confiez ça à des élus. En revanche, ce qui est certain, c'est que la décentralisation, c'est la démocratisation des politiques publiques. En d'autres termes, si jamais les citoyens veulent une politique particulière en matière de logement, en matière de transport, en matière d'écologie, etc., ils doivent pouvoir se tourner vers leurs élus qui eux-mêmes doivent être en capacité d'agir. Si je suis membre d'un conseil municipal et que je sens que mes marges de manœuvre sont en la matière très limitées, il y a un effet déceptif pour moi, pour ceux qui m'élisent, pour ceux qui ensuite commentent mon action. Et ça crée évidemment un effet de désengagement. Il y a les matières qu'on peut évoquer, c'est-à-dire, on évoquait transport, etc., mais il y a les moyens d'agir. C'est-à-dire, vous avez une capacité normative, une capacité à agir en tant que commune sur des leviers qui vont être des leviers réglementaires à travers des arrêtés municipaux, etc., de plus en plus réduits parce que la loi est trop bavarde. Moins de moyens financiers. On parlait tout à l'heure de la taxe d'habitation, etc. Naguère, ce qui faisait la force des communes, c'est qu'elles avaient des impôts dont elles pouvaient faire varier les taux. Et ces taux qui variaient, leur permettaient de changer, de modifier la politique. J'augmente ta taxe d'habitation, mais si j'augmente ta taxe d'habitation, c'est pour rénover le collège, en l'occurrence l'école primaire, dans lequel tes enfants vont à l'école. Le jour où j'ai plus ces moyens de faire varier les taux, à ce moment-là, mes politiques sont contraintes par des ressources financières sur lesquelles je n'ai pas de moyens d'action. Et donc là, je tue le lien démocratique et je fragilise également l'intérêt politique. Et bien justement, puisque vous parlez du volet économique et financier, parmi les pistes que vous proposez dans votre enquête pour donner un nouveau souffle à cette fonction de conseiller municipal, il y a le fait d'instaurer un plancher de rémunération obligatoire. Par exemple, je vous cite, un 50 à 100 euros par mois dans les communes de moins de 1000 habitants et augmenter ce plancher en fonction de la taille de la commune. Mais est-ce que tout ça quand même est bien compatible avec les efforts, on le voit avec le budget 2026 qui se dessine, les efforts qui vont être demandés à tout le monde? Alors, c'est l'une des difficultés majeures, il ne faut pas non plus tout à fait se mentir. Il y a également dans l'étude d'autres voies, notamment en termes de valorisation de la formation des élus, pour leur permettre tout bêtement de valoriser cette expérience qui aujourd'hui est plus un handicap professionnel parce que vous avez le regard de votre famille, de vos collègues qui semblent souvent dire, et c'est ce que montre un petit peu l'étude, pourquoi est-ce que tu fais ça? C'est-à-dire que, ok, très bien, tu vas au conseil municipal, mais en attendant, tu me laisses la garde des enfants ou tu n'assumes pas ton travail. Et donc, en la matière, le regard social sur l'engagement est assez défavorable. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important dans l'étude. C'est-à-dire que, au fond, c'est pas seulement la question de comment est-ce que moi qui vais m'engager sur une liste, je vois l'engagement. C'est également comment est-ce que l'entourage va percevoir cet engagement et comment cet engagement va pouvoir me nuire en termes de carrière,
en termes de vie familiale. C'est surtout ça qui freine les jeunes. Et on en revient à la contrainte de temps dont l'argument du manque de temps qui est souvent évoqué dans cette enquête. Manque de temps et donc arbitrage entre des activités sur lesquelles je vais devoir déléguer une partie de mon action à d'autres. Et donc, sur ce sujet, c'est beaucoup plus le regard de la société que seulement le regard des individus qui compte. Ensuite, sur la question de la rémunération, dans les pistes qui sont évoquées, l'étude évoque notamment la possibilité d'une technocratisation de la décentralisation. Il faut bien comprendre que si jamais on n'a pas d'engagement, eh bien à ce moment-là, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas avoir à gérer des compétences et à gérer les collectivités. Simplement, il va falloir plus de fonctionnaires pour faire fonctionner la machine. En d'autres termes, si on n'est pas capable de soutenir l'engagement citoyen, on a quand même 480 000 bénévoles. C'est-à-dire que là, ils ne sont pas payés, encore une fois, ils sont à peine défrayés. Si jamais on n'est pas capable de soutenir ça, derrière, pour faire tourner la machine, on va avoir besoin de payer des gens à plein temps, et donc on ne fera pas forcément d'économie. Et donc même du point de vue de l'impératif économique, il est important aujourd'hui de soutenir cet engagement citoyen pour que on n'en vive pas, mais que malgré tout, ce ne soit pas aujourd'hui un handicap que de tout bêtement s'engager au niveau municipal en politique. Et c'est un engagement, c'est une autre piste qui est évoquée dans cette enquête, parce que l'engagement n'est pas assez valorisé dans le parcours professionnel. Vous appelez donc à ce qu'il y ait une amélioration à ce niveau-là. Comment faire ? Alors, en effet, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si jamais vous vous engagez politiquement sur une liste et que vous n'êtes pas adjoint au maire, il y a une vraie différence entre les deux, et bien à ce moment-là, vous n'avez plus vraiment de gages, d'instruments qui vont vous permettre de valoriser ça pour les jeunes en termes d'études. Si je suis étudiant et que je dois aller retourner dans ma ville pour assister au conseil municipal, il faut pouvoir valoriser ça, il faut pouvoir en faire un atout demain en termes de carrière. Idem professionnellement, si je suis pas adjoint, si je suis pas maire, je peux pas faire valoir une expérience propre à mon engagement sur le conseil municipal. Or, aujourd'hui, si jamais je m'engage dans un conseil municipal, j'ai plus de problèmes en termes de carrière que vraiment d'avantages. Et là-dessus, quelque chose qui, vous voyez, ne coûte pas grand-chose, mais permettrait malgré tout de au moins récompenser cet engagement et d'en faire un instrument pour demain se propulser professionnellement. Parce que malgré tout, et quoi qu'on en pense, c'est fondamentalement formateur. Vous découvrez la vie politique locale, vous découvrez comment fonctionne une commune, vous découvrez comment fonctionnent des choses aussi basiques et importantes qu'un marché public, etc. Et donc dans ce cadre-là, c'est des choses qu'on doit pouvoir valoriser et on doit permettre demain à ceux qui s'engagent de le valoriser. Merci Benjamin Morel d'être venu sur Radio Classique pour nous présenter les résultats de cette étude Conseils municipaux renoués avec l'engagement citoyen. Vous en êtes l'auteur, étude réalisée pour 2 think tanks. Je rappelle que vous êtes également l'auteur du livre Le Nouveau Régime ou l'impossible parlementarisme aux éditions Passé Composé. Dans un instant, la revue de presse et le